Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue au cinéma Jacques Tati pour cette présentation de notre soirée Giallo. On vous présentera deux films. Vers 18 heures à peu près, vous pourrez découvrir La Longue Nuit de l'exorciste de Lucio Fulci et à 21 heures, Ténèbres de Dario Argento. Alors cette programmation, elle s'inscrit dans le cadre de notre saison à l'italienne, en partenariat avec l'association Parfums d'Italie, mais aussi parce que nous avons envie de mettre plus en avant une programmation de cinéma fantastique et d'horreur. Et qui de mieux pour accompagner cette soirée que Laurent Aknin, critique, historien du cinéma et spécialiste, entre autres, du cinéma de genre. Dans le grand ensemble du cinéma policier ou du cinéma d'épouvante, le giallo, c'est vraiment une spécificité italienne. C'est-à-dire que c'est un genre qui a ensuite été beaucoup repris par d'autres cinématographies, notamment le cinéma américain. Il a contaminé beaucoup de cinématographies, mais à la base, c'est une invention italienne. Giallo, ça veut dire jaune, c'est un dérivé des couvertures jaunes. Enfin, nous, c'est la série noire. Là-bas, c'était la série jaune pour des petits pulps de poche. Donc, giallo, ça vient de là. Mais c'est un genre qui s'est constitué sur une longue période, finalement. Il n'est pas arrivé comme ça en une année avec une explosion. Et il s'est développé pendant plusieurs années avec des spécificités vraiment extrêmement curieuses qui en ont fait un marqueur à la fois pour le cinéma italien, mais aussi pour toute une génération de cinéphiles. À la base, le giallo, ça a commencé tout début des années 60 avec Mario Bava, avec un premier film qui s'appelle La fille qui en savait trop, qui était une sorte de parodie justement des romans populaires policiers des pulps italiens. Donc c'était un premier essai vraiment sans lendemain. Ensuite, il y a eu la première grande œuvre au milieu des années 60, c'est Six femmes pour l'assassin, toujours de Bava, dans lequel il a posé vraiment les règles. Mais le film est resté sans descendance immédiate, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, on n'a plus du tout revu de film de ce genre-là. Et c'est en 69 seulement que le grand disciple de Mario Bava, c'est-à-dire Dario Argento, va faire un film qui, lui, va marquer énormément. C'est L'oiseau au plumage de cristal, en 69. Et là, le film va avoir un succès commercial énorme. Et c'est de là seulement que le filone, comme on dit, le genre, va démarrer avec les autres films de Dario Argento. Et puis, progressivement, des dizaines de films, tous bâtis pas vraiment sur le même modèle, sur la même esthétique. C'est ça. Le giallo, c'est surtout une esthétique de cinéma dans le genre policier, avec un croisement étrange qui n'avait jamais été fait avant, sauf un petit peu en Allemagne, au tout début des années 60, dans les Edgar Wallace filmé, mais dans une esthétique complètement différente, un croisement entre le film policier, de type whodunit, c'est-à-dire qui est l'assassin, Agatha Christie, quoi. Voilà, il y a un assassin, on ne sait pas qui, jusqu'au coup de théâtre final. Un croisement entre ce genre de film et le cinéma d'épouvante. Et ça a donné le giallo. Alors, j'ai eu de la chance d'une certaine manière, puisque je crois que comme beaucoup de ma génération, le premier que j'ai vu, c'est le chef-d'œuvre du genre, c'est Les Frissons de l'angoisse, Profondo Rosso, de Dario Argento, qui est un film de 75, qui est le point culminant du genre, c'est le chef-d'œuvre. C'est même le point d'aboutissement. Après ce film, le giallo va commencer, non pas à disparaître, mais à se métamorphoser dans le pur cinéma fantastique, avec des éléments surnaturels, qui n'étaient pas présents auparavant. Mais j'ai joué aussi de malchance parce que quand on a vu, à l'époque, dans les années 70, dans les salles de quartier, Les Frissons de l'angoisse, on en a vu une version affreusement mutilée, raccourcie. C'est-à-dire que tous les effets sanglants, les effets gore étaient enlevés, donc il y avait déjà la traque à une version non censurée des Frissons de l'angoisse. Mais c'est bien plus tard ensuite qu'on a compris qu'en fait il y avait deux versions, deux montages différents des Frissons de l'angoisse. Un international, la version courte, celle qu'on connaissait, et la version italienne qui a été beaucoup plus longue et qui métamorphosait complètement le film. Donc c'était à la fois une chance parce que c'était la porte d'entrée sur le genre et une malchance parce que c'était un film qu'on a mis des années finalement à voir dans sa véritable version. Alors, le giallo repose sur une forme de modernité du cinéma. En fait, c'est pas un hasard si c'est arrivé en même temps qu'Antonioni. Je dis ça, ça peut paraître complètement paradoxal, mais par exemple, dans Les Frissons de l'angoisse, il y a David Hemmings, qui est aussi la vedette d'Antonioni. C'est une réflexion aussi sur qu'est-ce que le réel. Dans tous les giallos, souvent, il y a des jeux sur on voit quelque chose, mais on ne sait pas si c'est vrai ou faux, un jeu de pistes. L'univers se délite complètement. Les marqueurs du giallo, c'est d'abord le fait que ce soit des films contemporains,
qui se passe très souvent en ville, mais pas toujours. Il y a aussi des films qui se situent dans la campagne, dans des petits villages. Mais en tout cas, à l'époque contemporaine. Ça, c'est la première chose. Les meurtres sont toujours des meurtres à l'arme blanche. C'est des meurtres extrêmement sadiques. Il y a une pulsion sexuelle qui est extrêmement forte, une dimension érotique et fétichiste qui est extrêmement forte dans les giallo. C'est des tueurs au rasoir, c'est le cuir, c'est les masques. C'est toute cette dimension extrêmement perverse au sens psychanalytique du terme qui est à l'œuvre. Alors tout ça, ça fait l'esthétique générale du giallo en même temps que des énigmes perpétuelles, des personnages névrosés et un univers qui semble se déliter au fur et à mesure que l'histoire progresse. Ça, c'est le thème, la structure de base véritablement du giallo. Et dans les deux films qu'on a choisis, il y a par exemple le premier, c'est La Longue Nuit de l'exorcisme. Alors, titre français, parmi les plus stupides qui existent, parce que d'une part, il n'y a pas du tout d'exorcisme, et en plus, tout le film se déroule de plein jour. Donc, Nuit de l'exorcisme, il faut oublier, c'est une escroquerie de l'époque du distributeur. C'est un film qui a été réalisé par Lucio Fulci. Fulci, il est très célèbre pour avoir fait des films gore à la toute fin de sa carrière, L'Au-delà, La Paura, L'Enfer des zombies, mais on a oublié pendant longtemps que ça a été un très très bon artisan du cinéma populaire italien. Il a fait d'excellents westerns, il a fait des bonnes sexy comédies, il a fait vraiment tous les genres, et il a fait notamment ce film qui est pour moi un des plus beaux giallo policiers mystérieux de l'histoire du cinéma italien, une mise en scène extrêmement sobre et en même temps très complexe, un climat oppressant du début jusqu'à la fin, une utilisation de l'écran large magnifique, vraiment un film à découvrir parce que toute l'œuvre de Fulci a été oubliée parce qu'on s'est concentré sur sa dernière période. Et puis le deuxième, c'est un film de Dario Argento, le maître, c'est Ténèbres. Quand il va faire ce film, il était passé au cinéma fantastique, c'est-à-dire qu'après Les Frissons de l'angoisse, il va faire des films purement fantastiques, Suspiria, Inferno, et puis il va revenir à son genre de prédilection, son genre marqueur avec Ténèbres, qui est déjà un film de fin de cycle, mais pas du tout un film décadent, au contraire, c'est une sorte de récapitulation de ce qu'a été le giallo et comment il fonctionne encore à l'époque de la réalisation du film, et le travail sur la photographie, sur le bleu, sur le métal, sur la lumière, et sur les énigmes perpétuelles dans l'intérieur du film, et pratiquement un méta-cinéma qui se met en place, est vraiment fascinant. Donc ce sont deux films, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à découvrir, et c'est très intéressant, je pense, de les voir l'un après l'autre, parce que ça permet de voir à quel point ce genre, que l'on croit toujours stéréotypé, un tueur du rasoir, des femmes qui se font découper, en fait est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, à la fois dans ses thématiques et dans ses tentatives de mise en scène, dans la modernité qui se mettait en place, que ce qu'on veut bien croire habituellement.